Ouais, c'est un vrai lancement de fusée. Bon, bah, bienvenue à tous, hein. On avait décidé avec Dan et Scott de se voir aujourd'hui, en se rendant compte que dans les métiers de scène, les stand-uppers et les speakers avaient quand même beaucoup de choses en commun. Le travail de montée sur scène, le travail de mise en scène, mais aussi le travail d'écriture. Et pour être allé un petit peu dans les rooms de Dan et Scott et écouter un peu ce qu'ils disaient en termes de travail, en termes de qualité d'écriture recherchée, l'art de la vanne, avec Dan dans son théâtre, là, au Beau-Saint-Martin. Et on s'est rendu compte à quel point ça rehaussait les interventions, ça rehaussait les conférences et que on avait tous à y gagner, à la fois les auteurs pour décliner leur art et peut-être expérimenter d'autres débouchés, et puis les conférenciers pour rajouter une couche d'émotion supplémentaire à celle qu'ils ont l'habitude de délivrer, à savoir l'humour. Donc, bienvenue Dan et Scott, merci d'avoir répondu présent à l'appel à cette émission, donc qui est maintenant quotidienne, tous les soirs à 18h30, qu'on fait avec l'Association française des conférenciers professionnels et l'agence que je dirige qui s'appelle lesspeakers.com. Comment allez-vous? Bonsoir, ben, très très bien, merci pour l'invitation. C'est vrai qu'avec Scott, on a l'habitude de se retrouver tous les mercredis, petit rendez-vous quotidien avec pas mal d'humoristes parce que voilà, on leur donne des tips pour écrire des sketchs. Et voilà, on a de plus en plus d'humoristes qui viennent, qui sont présents, c'est assez sympa. Là, j'essaye de pinguer les humoristes que je vois en ligne ou pas d'ailleurs. Donc j'espère qu'on va en avoir quelques-uns avec nous. Il est quelle heure? C'est l'heure de l'apéro pour les humoristes là? 18h37? Non, ça devrait aller. Ils viennent de se Ni lever, non? trop Ils tôt, sortent de ni la trop douche. tard. C'est pour ça. C'est un peu. Non, mais là, ils sont pas en activité, donc bon, je pense qu'il y en a qui vont être un peu présents. Quoique j'en vois un peu moins dernièrement sur Clubhouse, je ne sais pas pourquoi, mais bon. Oui, oui, beh, ça fait en effet un petit moment qu'on parlait avec Eric de pouvoir mettre en lien des humoristes et des speakers, des humoristes auteurs, notamment. On l'a déjà fait d'ailleurs, Eric, puisque moi je t'ai présenté des humoristes, et je sais qu'il y a des speakers qui ont travaillé, donc avec des auteurs et c'était assez productif et en effet, c'est une bonne idée. Les auteurs humoristes n'ont pas forcément l'idée de vous contacter, vous les speakers. Donc l'idée ici, ce soir, c'était de pouvoir faire un pont, une connexion. Et donc voilà, j'espère qu'on en aura quelques-uns là dans la rue, mais en général, je sais qu'ils vont arriver. Il est 18h38, il y a beaucoup de rooms en même temps, donc voilà. Et donc Scott, qui est auteur, humoriste, voilà, donc lui écrit de son côté, il met en scène, il est spécialiste de stand-up, donc il pouvoir éventuellement échanger avec vous. Excusez-moi, parce que j'entends des drôles de bruit en même temps. Voilà, c'est bon. Voilà. Je sais pas si vous m'avez bien entendu. Parfaitement. Oui. Ouais, pas de Ok. problème. Désolé, j'avais des sons très bizarres. Je sais pas ce qui se passait. Voilà. Scott, je te vois sur Zoom, figé, c'est très perturbant. Oui, c'est chelou. En plus, j'ai une tête bizarre. Je sais pas C'est ce qui ça. se passe. Ouais, c'est-à-dire que Je sais pas ce qui se passe Il a une tête les, avec figée, moi. puis il a la barbe qui a poussé par c'est rapport ça, c'est à, ça. à, à Parce- Clubhouse, donc c'est spécial, hein. ouais, Bon, C'est voilà. bizarre. Et les cheveux et tout. Mais voilà, voilà, je ne sais pas ce qui se passe. Mais bon, en tout cas, c'est un plaisir d'être là. Je vais peut-être me reconnecter, me déconnecter, me reconnecter pour qu'on Ouais, ouais, puisse voilà. Pas de problème. voir ma tête. Et, eh oui. euh, et oui, donc moi, ce que je fais depuis un peu plus d'un an maintenant, c'est d'écrire pour des humoristes, hein, pour des conférenciers justement, mais aux États-Unis. J'ai écrit le plus souvent en anglais pour voilà, pour des gens de tout métier, tout truc confondu, même des discours de bar mitzvah, tout ça, des trucs qui n'ont rien à voir. Et j'ai donné aussi des cours de stand-up parce que dans l'écriture humoristique, il y a beaucoup de techniques. Et je viens aussi de traduire un livre de Scott Dicker. Scott Dicker, c'est le fondateur du journal The Onion.
qui est le site de référence, de site humoristique de référence mondial, le plus connu, le plus visité. C'est un petit peu l'équivalent du Gorafi, mais aux États-Unis et qui est très connu. Donc j'ai traduit ça, on attend que ça soit publié en France, où il y a beaucoup de techniques pour rajouter de l'humour à quelque chose qui est sérieux. Donc, tout tourne autour du concept du sous-texte. Et le sous-texte, c'est une idée, une opinion sur un sujet, une information qui n'est pas drôle à la base et que l'on va filtrer pour la rendre drôle selon les besoins de la situation. Ça peut être un discours, ça peut être une conférence, ça peut être du stand-up, ça peut être un script, ça peut être un scénario, ça peut être énormément de choses. Et donc, ce qu'on fait avec Dan tous les mercredis, c'est de partager des petites choses, des petites techniques, parce que Clubhouse n'est pas non plus le lieu le plus intéressant pour pouvoir donner des infos, parce qu'il y a beaucoup d'échanges, les gens, on se disperse très facilement parce qu'on écoute tout le monde. Et mais bon, voilà, tous les mercredis, on donne un petit truc, on fait des exercices et c'est sympa. Et des fois, on rigole parce que c'est mignon. Voilà. Alors, si vous deviez donner quelques exemples de petits trucs qui vous semblent opportuns pour des gens qui écrivent dans leur coin en solo des conférences. Moi, je me souviens de la dernière fois que j'étais passé dans votre room, il y avait une histoire de 3 temps là qui m'avait interpellé. J'avais trouvé ça très très intéressant. Est-ce que ce genre de petites choses, vous pouvez les expliquer un petit peu? Oui, alors, donc ça, on appelle ça une règle de 3 ou un temps de 3. Et c'est juste une technique, quand on veut dire quelque chose de drôle, de dire deux choses qui sont liées entre elles, pour établir un patron ou une séquence logique de quelque chose. Si je dis A, B, vous allez vous attendre à C immédiatement. Attends, mais j'entends beaucoup de bruit. Attends, je ne sais pas. Est-ce que ah voilà, c'est ça. C'est super. Merci. Euh, donc si je dis A, B, vous allez penser à C justement. Donc, mais si je dis A, B, hélicoptère, ça va être inattendu. Donc, des fois, euh, si on veut rajouter un petit peu d'humour, bah, on peut faire une petite règle de 3 où on rajoute euh, quelque chose, soit que les deux premiers concepts sont très importants, très difficiles. On avait un exemple d'une humoriste qui était venue, qui, euh, qui avait, c'était quoi son exemple? Ah, c'est que sa grand-mère était algérienne et elle aimait beaucoup critiquer les Marocains. Et donc, pour sa grand-mère, tout était la faute des Marocains. Donc, on avait dit, OK, on va essayer deux choses qui sont très dures, très importantes, très euh, polémiques même, et on va dire que c'est des Marocains. Et la troisième chose, ça va être quelque chose d'insignifiant ou de pas important du tout, et on va dire aussi que c'est la faute aux Marocains. Ça peut être, on avait dit, par exemple, la Deuxième Guerre mondiale, c'était la faute aux Marocains. Le, la bombe atomique était la faute aux Marocains. Et le fait que quand on se cure les oreilles avec un coton-tige, qu'on ait des bouchons aux oreilles, c'est aussi la faute des Marocains. Donc c'était pas ça, hein, mais voilà, deux choses qui sont importantes ou sérieuses. Il y avait une chose qui est insignifiante et que du coup, ça peut provoquer le rire. Donc ça, c'est une des petites techniques euh, pour venir rajouter de l'humour à une conférence. Mais je pense que l'important déjà, c'est de parler du sujet, disons que le sujet de la conférence, et voir si où est-ce qu'on a envie de rire ou pas, est-ce qu'on a quel est le ton que l'on veut donner à une conférence. Je sais pas si quelqu'un dans la salle dans la room a des questions, des choses comme ça. C'était plus facile à parler si on a un exemple concret ou quelque chose. Oui, il faudra peut-être enfin, pour donner un exemple, ça serait intéressant d'avoir une thématique. C'est-à-dire comme si on faisait une réunion de travail éventuellement avec Scott. Je sais pas ce que vous en pensez, Eric.
et qu'on donne une thématique et là qu'on puisse réfléchir, est-ce qu'on pourrait, voilà, comment on pourrait rajouter des punchlines, qu'est-ce qu'on pourrait écrire autour de ça, etc. Enfin, un sujet qui soit pas forcément drôle, évidemment. Claude et Philippe qui sont avec nous on stage sont des conférenciers, donc peut-être qu'ils peuvent Oui, dévoiler un de leurs thèmes de conférence et puis que vous puissiez jouer avec. Alors, avant de dévoiler effectivement un thème de conférence, je vais rebondir sur ce que disait Scott. En fait, à la conférence NSA qui a eu lieu il y a 2 ans, j'ai assisté justement à un spécialiste de l'humour et c'est exactement ce que tu disais, Scott. Et il expliquait que les 3 choses les plus dangereuses au Texas, c'était les armes, les serpents à sonnette et les décolletés. Voilà. Donc, on est exactement dans ce que disait Scott, effectivement, avec un troisième élément qui est en total décalage avec les 2 premiers points. Et en fait, il nous a fait travailler en atelier sur justement nos différents sujets pour arriver à trouver 2 choses importantes et une chose totalement en décalage, pour voir si ça provoquait l'humour. Alors, ce qui est vraiment intéressant dans l'exercice, c'est que en fonction de la manière dont c'est dit, ça peut complètement tomber à plat ou ça peut fonctionner. Et donc en fait, c'est pas simplement l'astuce dont on vient de parler qui compte, ça va être aussi évidemment la manière de présenter avec le bon ton, avec la bonne intonation, avec la bonne accentuation sur les bons mots, de manière à ce que ça fonctionne. Et moi, je suis pas quelqu'un de rigolo à la base. Je sais que je travaille ça en permanence. Donc, on aura peut-être l'occasion d'en reparler par la suite. Et mon sujet, c'est l'innovation. Donc, l'innovation, la disruption, l'intelligence artificielle et, dans certains cas, le futurisme. Voilà. Donc, en attendant que quelqu'un arrive et demande à prendre la parole, on peut effectivement prendre ce sujet à bras-le-corps. Oui, c'est un très bon ça c'est une bonne sujet, idée. Scott. Oui, Je oui, sens que ça te c'est un très motive. bon sujet. Oui, ça motive, tout me motive. Alors, et une autre chose, bon, il y a disons que l'humour est propre à chacun et chacun a sa propre voix euh, humoristique et comique. Et donc, on va essayer de trouver ça chez les gens. Et justement, parce que quand on a une idée, c'est comme un poème. Je lisais un bouquin là, et un personnage qui dit à l'autre, ah, j'ai une super idée pour un poème. Et l'autre qui dit, ah, mon pauvre, t'es pas dans la merde. Et il dit, mais pourquoi? Parce qu'un poème, c'est fait de mots, ce n'est pas fait d'idées. Et pour l'humour, c'est la même chose. Tu vas avoir une idée, ah, j'ai une idée pour un sketch ou pour une blague, ok, mais des mots. Et donc, quand on fait, là, on va parler des listes, parce que c'est le meilleur ami de l'humoriste, ce sont les listes. Pourquoi? Parce que les listes sont quelque chose que on ne jette pas. Beaucoup d'humoristes débutants tombent dans le piège de commencer à écrire une blague, et on le voit très vite parce que c'est souvent ah, j'étais mardi dernier, c'était le matin à l'arrêt de bus, quand il y a un truc, machin, et ça commence comme ça. Et ils ont tendance à rebondir, et les conférenciers aussi, hein, à rebondir sur ce qu'ils viennent d'écrire, parce qu'ils voient le mot écrit, et donc ils rebondissent dans leur propre truc. Donc c'est un peu, c'est un délire. Hein. Et tout le monde est perdu, on regarde ça comme ça, tout le monde est perdu. Par contre, les listes, ça va être quelque chose qui, qui reste, et que avec les mots, on va pouvoir jouer avec pour essayer différents mots. Par exemple, si on fait une règle de 3, on a voilà les décolletés. Bon, c'était les armes, les serpents à sonnette et les décolletés. Bon, les décolletés, euh, c'est drôle parce que déjà on s'y attend pas. Donc ça c'est la première couche d'humour, ça va être la surprise. La deuxième couche, ça peut être le sous-texte justement. Pourquoi les décolletés? Parce que euh, imaginons, j'interprète ici, que les mecs, ils commencent à être, je sais pas, désagréables ou à draguer lourdement les filles ou je sais pas quoi, et la fille est avec son mari ou quoi, son copain, et ça engendre une bagarre, et du coup, les gens peuvent se tirer dessus. Ça peut être aussi des belles-mères. Au lieu d'être des décolletés, ça peut être des belles-mères. Ou ça peut être les enfants
Oui. qui gueule dans un, voilà. Mais avec les listes, on va pouvoir essayer d'échanger chaque mot pour voir si l'effet comique est plus fort ou moins fort. Parce que dire que que on peut faire l'amour pendant 5 minutes, c'est un truc, mais pendant 7 minutes, est-ce que c'est plus drôle ou moins drôle? 3 minutes 37, est-ce que c'est plus drôle ou moins drôle? 4 minutes. Donc, la réalité, finalement, on s'en fout un petit peu, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est la sonorité des mots. Donc, ça, c'est un filtre qu'on appelle des jeux de mots, et qu'on va essayer. Mais puisqu'on a une liste, on va pas perdre, il n'y a pas de déchets. Et donc, pour l'intelligence artificielle, on pourrait faire une liste. Alors, faire déjà imagine, bon, de tout ce que tu as dit, c'est l'intelligence artificielle qui m'est restée. Donc, si on commence par là, déjà, il y a intelligence artificielle ensemble, en tant qu'expression, il y a intelligence et il y a artificielle. Donc, est-ce qu'on peut, et donc déjà, est-ce que tu as une problématique particulière par rapport à cette conférence, ou est-ce que tu veux faire un truc plus générique? J'ai pas de problématique particulière à cette conférence. En fait, je pense qu'il y a aussi des caractéristiques, des styles d'humour. Moi, j'ai ce qu'on appelle un humour qui est un humour euh, on m'a qualifié de quietly funny. Donc, c'est un humour second degré en règle générale. Euh, et, Ouais. euh, et je déclenche pas des éclats de rire fondamentaux, si tu veux. Alors maintenant, la question que je me pose, c'est est-ce que je devrais le faire? Ce qui est une vraie question que chaque conférencier doit se poser. C'est quel style d'humour correspond à son style de conférence et même à son style normal. Donc, j'ai un autre ami qui s'appelle Guy Burkhardt, qui est pas dans la salle aujourd'hui, c'est dommage. Lui, c'est quelqu'un il fait rien qu'à le voir, il nous fait rigoler. Et il traite d'un Ouais. sujet qui est la relation client, et il le fait de manière extraordinaire, et il le fait avec des exemples qui font rire les gens. Donc, et alors, ce qui est très amusant, c'est qu'on fait des conférences ensemble de temps en temps, et en fait, le contraste entre nous deux, du coup, crée aussi une forme d'humour. Donc, le contraste, on vient d'en parler avec les trois temps, hein, effectivement. C'est ce qui fait que ça déclenche la surprise et le rire. Ben là, il y a un effet surprise entre Guy qui fait 2 têtes de moins que moi, qui est rigolo comme tout, et moi qui est effectivement plus sérieux, plus posé, avec un humour très second degré. Donc en fait, Mhm. la problématique, je pense, la première problématique à laquelle on doit s'accrocher, c'est quel est le style qu'on veut imprimer à nos conférences et qu'est-ce qui nous correspond. Parce que si ça ne nous correspond pas, ça va pas marcher. C'est ça. Philippe, c'est plutôt un humour second degré ou humour pince sans rire? Moi, je dirais plutôt pince sans rire, tu vois ce que je veux dire? Enfin, Ouais, plutôt pince sans rire, ouais. Plutôt pince ouais, sans rire. c'est ce que je perçois plus chez toi, en fait. Mm. Parce que second degré, pour moi, c'est pas la même chose. Scott, je ne Non, sais pas si t'es d'accord tu avec as moi. raison. Pour moi, Philippe, c'est plutôt, Merci. voilà, c'est un humour pince sans rire et c'est peut-être là-dessus qu'il faut, en effet, travailler. Ouais. Bah, disons qu'il y a, ouf, là, c'est profond, là. Alors, il y a plusieurs choses. La première, l'humour, c'est la récompense immédiate de l'interaction sociale. En tant que conférencier, tu veux obtenir quelque chose de la part du public. Déjà, dans un premier temps, l'attention du public. Donc, si tu récompenses les gens avec un peu d'humour, ils vont se sentir bien et ils vont volontiers te donner leur attention. Si t'es rasoir au possible, ouf, ils vont être là, oh merde, c'est 45 minutes de conférence, j'en peux plus. Non. Et Ouais. voilà, ça c'est le premier truc. Deuxièmement, il y a, euh, il y a la distinction entre faire la conférence que tu as répétée dans ta tête et faire la conférence qui se présente à toi. Le spectacle qui se présente à toi plutôt que d'imposer la répétition que tu fais à la maison. Donc, si tu viens lire un truc et que t'es monocorde et gna 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 et tu vois, vas-y, slide PowerPoint, etc. Ouf. Et que du coup, que la salle soit pleine, vide, et qu'il y ait quelqu'un avec les cheveux en feu ou un tremblement de terre, ça change rien à ta présentation parce que tu as un texte
et tu viens d'éditer un texte. Tu as aussi les gens qui font la conférence, qui se présentent devant eux. Ça veut dire que si tu as un autre conférencier qui a 2 têtes de moins que toi, et que tu parles de ce que tout le monde voit, c'est super parce que les gens vont se dire waouh, ce gars il est en train d'être drôle spontanément. Là, c'est en train d'être écrit devant mes yeux. Et peut-être que tu as quelques vannes préparées par rapport à ça, par rapport à l'autre gars dont tu parlais. Ton humour, après, ça va être ce que tu fais rire toi, sera comment dire, ce que tu vas utiliser pour être naturel et pour transmettre, euh, pour être aimable quelque part, pour que les gens puissent se connecter à toi. Il faut que ça sente d'être vrai, parce que essayer d'être drôle, c'est comme essayer d'être sexy. Si tu essayes trop, c'est dégueulasse. Non, mais c'est déprimant des fois. Il y a des gens, j'ai rencontré un monsieur, lui, son truc, c'était les jeux de mots. Et il disait, mais tout le temps, pour dire les goûts et les couleurs, il disait, mais ça, c'est les rats des goûts et les couleuvres. Non, mais ça, c'est des jeux de mollets qu'on fait en jambette. Et t'as qu'une envie, c'est d'aller chercher un fusil à pompe et de libérer le monde de cette chose. Après, donc une fois qu'on a ça et qu'on a le message que tu veux passer, attends, il y a encore, là c'est, C'était Dan qui piochait. d'accord, piocher dans la mine. Et donc, si tu veux l'humour, il faut que ça te corresponde à toi, que ça te fasse rire toi, parce que ce que tu trouveras drôle, c'est ce qui te fera être confiant sur scène, donc quand tu es en train de donner ta conférence. Et selon les moyens, ça peut être quelque chose que tu dis, mais si tu as un PowerPoint, si tu as une présentation, ça peut être quelque chose que tu montres. Parce que une Ouais. chute, souvent, bon, la règle de toute blague, c'est qu'il y a 2 parties d'une blague. Il y a un domaine de cadrage et un domaine de recadrage. On va penser, dans l'énoncé de la blague, on va penser que c'est une chose, et quand la chute arrive, le public va comprendre, ah, j'avais tort, c'est lui qui a raison, ah, ok. Voilà. Il y a une blague de Blanche Gardin, peut-être pas, on peut dire des gros mots, non, ici, ou ça Ouais, va? vas-y, lâche-toi. Oui, bon, c'est Blanche Gardin, qui dit que de toute façon le sexe quand on se connaît pas, c'est pas bon, voilà, on se connaît pas, c'est souvent des baises nulles. Et bon, elle attend un petit peu après elle dit, c'est pour ça d'ailleurs que les filles portent plainte. Et là t'es là, oh merde, je croyais que c'était une mauvaise rencontre quoi, un truc sur Tinder, etc. Tu rencontres quelqu'un, bon, tu couches avec, tu t'as pas pris le temps de connaître la personne. Mais quand elle dit que c'est pour ça que les femmes portent plainte, ça veut dire qu'on parle de viol et d'agression sexuelle. Et c'est une toute autre chose. Et là, les gens comprennent, ah, tu parlais de ça, tu ne parlais pas d'une mauvaise rencontre. Par exemple, ma grand-mère a enterré 3 maris, 2 d'entre eux pendant qu'ils dormaient. Ah, ils étaient pas morts, ok. Mon chien était tranquille en train de ranger un os, couché par terre. Quand il s'est levé, il n'avait plus que 3 pattes. Ah, c'est l'os de sa propre patte qu'il était en train de ranger. Bon, c'est ça. Donc, on a le domaine de cadrage où on mène le public dans une direction et le recadrage, on mène le public, on montre au public qu'ils avaient tort, alors qu'on a provoqué un petit peu. Et ça, les hypnotiseurs, les magiciens, illusionnistes, tout Ouais. ça, tout ce monde-là, ils maîtrisent ça à la perfection. Mais ça peut être aussi quelque chose de visuel. Ouais. Ah Et oui. dans les TED Talks, quand on regarde les TED Talks, quand il y a des présentations, souvent l'humour vient de ces j'ai vu une, c'était la procrastination. Et voilà le cerveau d'une personne normale, donc une image d'un cerveau, et voici l'image de mon cerveau. Et c'est un gars qui se tire les cheveux et qui crie. Donc ça, on s'attend à voir un scan d'un cerveau ou un truc comme ça, et on voit quelque chose qui n'a rien à voir. Et, euh, et donc, voilà, il y a plein de choses qui peuvent être toutes simples, donc de la technique pure et simple d'humour, ou genre c'est la tarte à la crème sur le visage, mais on a aussi le sous-texte. Et je pense que ce serait important d'aborder le sous-texte. Et pour ça, j'aurais besoin d'un sujet et une opinion négative.
Donc, on peut faire avec toi, Philippe, ou Claude, ou Eric, ou Dan, et on essaye ça D'un sujet et d'une opinion négative. Alors, sur ce sujet. sur ce sujet, d'accord. Mais par exemple, sur la thématique de Philippe, l'innovation, je pourrais dire quelque chose de négatif, c'est-à-dire que tout n'est pas innovation et que le progrès technique n'est pas obligatoirement innovation. C'est quoi ton opinion négative? Ou plutôt sur innovation et intelligence artificielle, ça supprime des emplois. Voilà. Voilà. Mmh. Oui, Là, très c'est bien Ok. ça. là, c'est un lieu commun, c'est un lieu commun qu'on nous répète souvent, ça. Ok. Ouais, lieu Donc, commun, ouais, c'est ça, ça, c'est oui, bien. ça c'est excellent. Alors, donc, l'intelligence artificielle supprime des emplois. Ok. Ouais, Supprime des emplois. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, on va essayer de euh, euh, filtrer cette opinion, filtrer ce sous-texte. Et normalement, on essaye d'avoir un sous-texte auquel on peut être émotionnellement connecté ou qu'on ait une vraie opinion là-dessus. Là, c'est pour l'exemple, mais le plus tes vraies opinions sont vraies et que tu vas les filtrer à travers les filtres qu'on va aborder. Bon, on peut peut-être pas tout aborder parce qu'il y en a 11. On va faire les plus courants. Euh, le plus cette voix sera unique et on ne va pas trouver la blague dans un sujet, on va créer la blague dans le sujet. Donc, l'intelligence artificielle supprime des emplois. On va commencer par l'ironie. Donc, l'ironie, qui est différente du sarcasme, ça va être de dire exactement le contraire, et si on peut faire quelque chose de diamétralement opposé, c'est super. Donc, euh, est-ce que tu as une phrase qui peut dire exactement le contraire de ça? La connerie naturelle crée beaucoup d'emplois. la connerie. Oui, c'est Ah, ça, voilà. la connerie humaine crée beaucoup d'emplois. Mais ça, c'est très bien. Entre intelligence artificielle ou connerie naturelle. Voilà, c'est bon. Merci, au revoir. Ah, ça y est. Connerie naturelle, c'est génial. J'avais jamais entendu ça. La connerie naturelle. Bon, Ouais, là, Tu fréquentes pas c'était. les mêmes bars que moi, c'est pour ça. non, mais C'est ça. c'est très marrant, Eric, parce que ça correspond à un post que j'ai fait sur LinkedIn il y a très longtemps en plus, où euh, en fait, j'ai dit un truc du genre, compte tenu de la connerie humaine, c'est pour ça que j'ai parlé de connerie humaine, l'intelligence artificielle a des beaux jours devant elle, un truc comme ça, tu vois, voilà. Hmm. Ça, Donc, c'est très bien. Mais ça, mm, c'est un filtre qu'on n'a pas abordé. Euh, euh, parce que bon, Eric a pris ça au pied de la lettre. non mais attends, Et ce qui est intéressant, oui, vas-y, pardon. c'est que ça, je l'ai mis dans un post quelque part sur un réseau social, mais je n'ai jamais utilisé en conférence. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, il y a effectivement des déclencheurs. Il y a tout à l'heure tu parlais de pince sans rire, Dan, mais c'est exactement ça. En fait, j'ai cette capacité d'aller chercher des choses comme ça. Par contre, je ne pense pas forcément les réintégrer dans mes conférences. J'ai quand même des zones d'humour dans mes conférences, hein, dont certaines qui sont visuelles, qui créent des contrastes, qui font que les gens rient. J'ai des interactions qui font rire les gens parce que je les surprends avec des expérimentations où je les fais participer. Et je les emmène dans des directions auxquelles ils ne s'attendent pas. Et quand ils comprennent la supercherie, parce qu'il y en a une, évidemment, ça les fait rire. Donc, effectivement, ce que je me dis là, mais je suis en train de passer à côté de plein de choses que j'ai déjà pu faire à côté, sans les avoir intégrées dans mes conférences. Donc, comment on fait pour récupérer ça? Il faut le noter, en fait. Il faut. Bah, pour ça, il y a débat. Allez, pour les conférenciers, il y a euh, trois possibilités et après je reviens sur les filtres comiques. Il y a débiter un texte que tu apprends par cœur et Ouais, c'est pas donc tu moi as ça. tellement répété que quand tu es sur, voilà, c'est ça, mais quand il y a certains qui sont là, mon prof d'économie c'était ça. Euh, euh, et après, et je le suivais parce que j'avais repassé le truc. Il faisait les mêmes blagues dans les mêmes cours à deux classes différentes. Et t'es là, non, mais la blague était déjà nulle à la première fois que je l'ai entendue. Et au même truc, il fait la même.
Et si vous faites le calcul, fait comme on dit au foot, c'est un demi-but. Je dis non. Bon. Donc une chose, c'est un texte que tu as appris par cœur, que tu viens d'éviter. Un deuxième, c'est un texte que tu lis quand tu es en conférence, ce qui est encore pire, parce que là, tu es en train de le lire. Et troisièmement, c'est de garder le minimum possible pour transmettre l'idée que tu veux transmettre dans ta conférence. Et ça, disons que cette technique a été dessinée par mon prof Greg Dean, qui est permettre aux humoristes, aux conférenciers, aux gens qui doivent mémoriser du texte, de mémoriser quand même quelque chose pour ne pas être dans la peur, mais mémoriser le strict minimum pour pouvoir être libre sur scène. Parce que si tu dis, si tu as une phrase où tu dis j'étais ravi de faire quelque chose, et que tu l'as écrit, et tu l'as figé, tu l'as codé dans ton texte, j'étais ravi de, chaque fois que tu vas le dire, j'étais ravi, je suis ravi d'être ici ce soir. Hein, bon, imaginons ça. Ton introduction, c'est ça, je suis ravi d'être là ce soir. Et un jour, tu vas faire ta conférence et tu écrases un chien sur la route. Bah, tu n'es pas ravi. Ce soir-là, tu ne seras pas ravi d'être où que ce soit. À part si tu es Dan. Dan, c'est un sadique. Mais Exemple d'humour. voilà, par Contraste. exemple. C'est ça, contraste. Le mec le plus gentil au monde. Donc, si tu peux pas dire que tu es ravi d'être là ce soir parce que tu as envie d'être ailleurs, tu as envie de te cacher quelque part. Donc, ça, tu peux laisser libre et tu peux t'exprimer quand tu es sur place les émotions que tu as déjà et que si tu es fatigué, si tu es triste, si tu es content, si tu es euphorique, si tu es super, si tu es amoureux, si tu es... Voilà. Quand tu arrives, tu dois pouvoir t'exprimer librement. Et du coup, si tu gardes seulement le squelette vraiment de ce que tu as, ce qui est essentiel à dire à ton public, tu peux être libre pour le reste et faire la conférence qui est devant tes yeux et non pas celle que tu as dans ta tête. Attends, parce que ma femme fait de l'eau pétillante. Ça fait beaucoup de bruit? Ouais, un peu. Hein. C'est raisonnable. C'est arrêté. Mais Voilà. ça c'est drôle par contre. Ça c'est drôle. Normal. Est-ce que ta femme peut venir pendant des conférences? Oui, elle peut venir faire du soda stream pendant les conférences. Ce serait merveilleux. Alors, donc, je disais ça. Donc, ces trois techniques-là, sachant que la plus intéressante, si possible, serait justement d'être là. Et moi, j'avais un prof comme ça, un mec qui était brillant au possible. Il passait 3 heures, il avait pas de notes, il avait rien, et on était là suspendu à ce qu'il disait parce que on dirait que ça s'enchaînait tout seul dans sa tête et c'était merveilleux. Et on pouvait intervenir, on pouvait l'interrompre, on pouvait poser des questions et jamais il perdait son fil. Et ça, c'est génial et c'est rare. Donc, tout ça pourquoi? Parce que quand on est drôle dans la vraie vie, on n'est pas drôle avec un texte qu'on a mémorisé. On est drôle parce qu'il y a quelque chose qui se passe et on sort quelque chose spontanément qui peut être drôle, peut avoir un effet comique. Alors que quand on essaie d'être drôle sur scène ou sur une conférence, on va essayer d'écrire et de réécrire et de figer ses paroles pour avoir un effet comique à chaque fois. Sauf que il y a un risque, si tu veux. Mais si tu es libre, tu peux faire un triomphe, tu peux dire des blagues et ça peut se marrer, etc. Mais tu peux aussi te tromper et ça n'a pas fait rire, mais tu restes quand même authentique. Et les gens vont se souvenir de toi, même s'ils vont pas se souvenir de tes blagues. Alors que si tu racontes des blagues, si tu es un bigard, très souvent les gens vont se rappeler de tes blagues, mais pas forcément de toi. Voilà, donc ça, petite parenthèse par rapport à ça. Et n'hésitez pas à me couper tout le monde parce que moi, à 22h, je serai toujours là et j'arrêterai pas. Donc, maintenant, on parlait des filtres comiques juste avant. Donc, maintenant, c'est le chien qui va boire. Eh ben. Justement, Scott, juste Oui. donc, selon toi, l'humour est-il toujours spontané et quelque part, tu parlais de Blanche Gardin tout à l'heure, est-ce qu'elle aussi, elle n'écrit pas ses blagues formalisées par écrit avant ses spectacles? Voilà, question. Non, le stand-up, c'est une science, si tu veux.
on les voit, quand on voit quelqu'un comme Blanche Gardin, comme Louis C.K., comme les grands de la comédie, on voit un spectacle sur Netflix, c'est 1 heure, c'est nickel, toutes les blagues atterrissent, c'est génial. Alors que ce qui se passe, c'est quand tu racontes une histoire ou quand tu racontes une blague, tu l'essayes d'une manière. Bon, si le public rigole, c'est super. Bon, après, il y a on peut dire 4 types de rires différents ou 4 gradations de rire. Si tu as une house laugh, tout le monde rigole, les gens t'interrompent pour applaudir, c'est super, ça tu gardes. Si ça rigole un petit peu, bon, est-ce que tu veux l'améliorer, cette blague? Est-ce que tu peux changer un mot? Est-ce que tu peux augmenter le contraste? Est-ce que tu peux enlever des informations qui ne sont pas essentielles pour que les gens comprennent la blague? Et ça, c'est un public perplexe est un public qui ne rigole pas, parce que s'ils sont en train d'essayer de comprendre ce que tu dis, ils vont pas arriver à l'humour. Et donc, à force d'essayer et d'enlever et d'essayer de changer et de bouger un petit peu, c'est là que ça se construit. Mais une blague, quand tu l'écris, une blague, c'est comme un poème, elle n'est jamais finie et elle ne peut qu'être abandonnée. Donc, pour répondre, non, tu l'écris et après tu la fais et après tu l'adaptes jusqu'à ce que tu penses que c'est le moment de l'abandonner, qu'elle ne peut pas s'améliorer, cette blague. Et sur les spectacles de Blanche Gardin, il y a beaucoup de rires nerveux. Si tu écoutes le public quand elle dit Blanche, elle dit des choses, et les gens, comme elle est un peu un télo, des fois ils se demandent est-ce qu'il faut rire? Et donc tu as beaucoup de parce qu'il y a des gens qui veulent pas louper le coche, ils veulent pas avoir l'air con, genre que Blanche Gardin dise un truc et que tu rigoles pas parce que t'as pas compris. Donc il y a beaucoup de petits rires comme ça, nerveux. Donc, qu'est-ce que je disais? Les filtres comiques. Les filtres. Eric, tout à l'heure, quand il a dit connerie naturelle, au lieu d'intelligence artificielle, on rentre dans le filtre des jeux de mots. Et le jeu de mots, c'est le filtre le plus utilisé par tout le monde. Donc 98% des blagues, ce sont des jeux de mots. Et de ces blagues-là, 0,0002% sont drôles. Parce que c'est très facile de croire qu'on est malin à faire des jeux de mots. Et donc, quand on arrive sur scène, des fois, là j'ai entendu est-ce que les gens qui persévèrent, c'est parce qu'ils ont eu des pères sévères? Voilà. Voilà, c'est cette réaction-là que tu entends ça. Je dis non, 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 tu l'as écrit ça et tu vas sur scène le dire? Sérieux? C'est ça? Même si c'est malin, mais tout ce que tu dis au public, c'est regarde comment je suis malin, regarde ce que j'ai trouvé comme jeu de mots. Ah, persévère, persévère. Ah, je suis malin. Et les gens vont se dire, mais celle-là, j'aurais pu la faire aussi. Donc, non, merci. C'est pas très drôle. Mais dans le cas de intelligence artificielle, connerie naturelle, il y a un truc. Il y a quelque chose. Les abréviations IA, on peut la changer et essayer de faire autre chose. Au lieu d'intelligence, un autre truc avec I et avec A. Artificielle, on peut, je sais pas, faire des listes justement de ce que ça nous rappelle pour essayer de faire des jeux de mots. Donc après, peut-être qu'on reviendra aux jeux de mots. Alors, on était à l'ironie au début. Donc, le contraire, l'idée contraire, pas forcément le contraire de chaque mot dans la phrase. L'idée contraire de l'intelligence artificielle supprime des emplois serait quoi? Qu'elle crée des emplois. Voilà, l'intelligence artificielle crée des emplois. Ok. Maintenant, essaie de me donner des exemples de ça. Et quand je dis des exemples, c'est et dis-moi que l'intelligence artificielle crée des emplois sans me dire que l'intelligence artificielle crée des emplois. Est-ce que c'est clair comme question? Oui, c'est tout à fait clair. C'est par exemple la Poste qui met des machines étonnantes en mettant des gens pour apprendre à se servir des machines. Ok, donc la Poste. On va pour la Poste. Alors, pour dire que ça crée des emplois, on peut dire que la Poste a recruté ou recrute. La Poste recrute
grâce à l'intelligence artificielle, par exemple. Imaginons. Et encore un petit truc. En production humoristique, 90% de ce qu'on fait, c'est de la merde. Donc, si on fait rien de drôle, c'est tout à fait normal. Hein, ne vous inquiétez pas, c'est la base. Donc, la Poste recrute grâce à l'intelligence artificielle. Oui, Et là, déjà, vas-y. Oui, l'intelligence artificielle permet de recruter de meilleurs profils en analysant les réseaux sociaux. Oui, tout à fait. Ouais, en analysant les. Donc là, attends. Donc là, on est dans la génération d'idées, on n'est pas dans les trucs drôles, on est juste dans la génération d'idées. Hein. Non, on est juste dans ça. Et après, on va rajouter des chutes par rapport à ça. Genre, la Poste recrute grâce à l'intelligence artificielle. Et là, on peut rajouter une chute, soit par rapport à l'intelligence artificielle, soit par rapport à la Poste, selon ce que tu veux dire. Tu vois, parce que si ton message, ton vrai message, et l'intelligence artificielle supprime des emplois, c'est ce message-là, on veut que le public, et c'est là la différence entre la conférence et le stand-up. La conférence qui n'est pas drôle, on va annoncer notre point de vue, et ça peut tourner très vite au meeting politique. Tu as une idée sur un truc, tu énonces ton idée. Très honnêtement, tu dis voilà, c'est ça, je pense ça. Et les gens, ok, super. Par contre, si tu fais ça de façon humoristique, tu vas déguiser, tu vas camoufler, tu vas filtrer ta vraie opinion, et c'est le public qui va, sur le chemin de la maison, tu vois, les couples qui vont en train de discuter. Ah oui, mais c'est vrai que, oui, l'intelligence artificielle, ça supprime des emplois. C'est vrai que, hein, et ça se fait dans la tête. Tu n'as pas besoin de le dire, ça se fait dans la tête des gens. Un exemple tout bête. Les escargots sont dégueux. Au lieu de dire, tu t'arrives, tu dis les escargots sont dégueux, tu peux dire que les escargots, ils se lavent pas les mains avant de manger, ils sont là sur le canapé à bouffer des chips, ils s'en mettent partout, ils se lavent pas, et font machin. Et là, ah ouais, c'est vrai que c'est dégueulasse un escargot. Voilà, mais c'est des trucs comme ça. Donc on va essayer de déguiser la vraie opinion. Alors c'est vrai que le débat est intéressant parce qu'en fait, l'intelligence artificielle ne supprime pas d'emplois. Ça, c'est effectivement, comme le disait tout à l'heure Eric, c'est un lieu commun. Effectivement, je fais la démonstration qu'en fait, on crée des emplois. Donc, en fait, pour ça, j'utilise un exemple. Ouais. J'utilise un exemple qui est l'exemple où je montre une image d'un robot tondeur, qui fait un robot tondeuse, pardon. Pas un robot tondeur, Ouais. c'est différent. Husqvarna. Husqvarna, absolument. Ouais. Et donc, en expliquant que, effectivement, avant, j'avais un jardinier qui tondait ma pelouse. Et maintenant, j'ai un robot, tondeuse. Et donc, l'histoire, c'est que c'est mon jardinier qui m'a proposé d'utiliser le robot tondeuse. Parce que du coup, ça lui permettait de faire des tâches à plus grande valeur ajoutée dans mon jardin. Donc, en fait, si tu veux, tout le monde gagnait, puisqu'en fait, il m'a proposé un contrat avec une tondeuse. Avec une tondeuse automatique. Hein. Du coup, j'avais une pelouse qui était nickel en permanence. Alors qu'avant, c'était une fois tous les 15 jours, et entre deux passages, ça poussait, c'était pas joli. Et en plus, j'ai un jardin qui est maintenant superbe. Donc, mais c'est déjà drôle, ça. En fait, ça, c'est déjà drôle, non? Oui, non, mais bien sûr. Et en fait, la manière dont je le présente, c'est effectivement de cette manière-là. C'est pour expliquer que l'intelligence artificielle et la robotisation, en fait, permet d'être beaucoup plus productif et surtout pas de supprimer des emplois. Si par contre, je vais pas partir dans le débat de la conférence, mais effectivement, j'ai des exemples comme ça. Parce que si tu veux te mettre à la portée d'un public qui est un public qui n'est pas au courant de ce que c'est que l'intelligence artificielle, tu es obligé de trouver des exemples de ce type-là. Et tu es obligé... ça me fait rire parce que... Oui, alors, imagine, là, tu as proposé 3 concepts. Robot tondeuse,
proposition de jardinier et tâche à valeur ajoutée. Ouais. Toi, tu as dit ça, moi j'ai vu tout de suite une femme. Donc, l'histoire que tu racontes, donc, il y avait robot tondeuse, etc. Le jardinier m'a proposé, comme ça il est libre, de faire des tâches avec une plus grande valeur ajoutée. Là, on va penser à quoi comme tâche? On va penser à de l'élagage, on va penser à des trucs. Moi, j'ai tout de suite pensé qu'il allait coucher avec ta femme, par exemple. C'est sa tâche à valeur ajoutée. Par exemple, coucher avec ma femme. Et ça me revient au même prix. Et ma femme est super contente. Du coup, la robotisation a sauvé mon mariage. Mais bon, après, c'est ma tête est allée là. Ça va beaucoup plaire à Philippe. Voilà, je sais pas. Ouais. Par exemple, parce qu'une tâche à valeur ajoutée, c'est quoi? Et donc, on va croire que je ne sais pas, qu'est-ce qu'il fait maintenant qui a plus de valeur ajoutée? Et moi, je ne sais pas, mais j'ai pensé à ça. Ou peut-être qu'il peut faire tes impôts, ou peut-être qu'il peut garder tes enfants, ou peut-être qu'il peut balader ton chien, ou peut-être qu'il peut, je sais pas, aller tailler genre faire les petites crasses aux voisins. Qui a genre si t'as une maison mitoyenne, que t'as un grillage entre les deux, etc. Euh, voilà. Quand tu dis tâche valeur ajoutée, bon, on comprend et que ça peut être une bonne idée Et ouais. parce que déjà on s'attend pas à ce que ce soit lui qui te propose ça. Mais voilà, donc on peut trouver une tâche à valeur ajoutée et là on peut employer un rythme de 3 justement. Quelles sont 2 tâches qu'il peut faire à valeur ajoutée? Ça peut être je sais pas, Ouais, non, c'est ça, ouais, c'est tailler, ça. C'est tailler la tailler, haie élaguer, et coucher avec ma femme, absolument. voilà, Mm. voilà. Et ça, du coup, là, tu as un rire. Parce Ouais. que, en plus, et ce qui est bien, disons que, je parle un peu toujours dans le désordre, mais le public des conférences, c'est le meilleur public possible pour de l'humour, parce que c'est un public qui s'attend à se faire chier et qui est désespérément en attente d'un petit quelque chose pour rire. Et si tu donnes ça, boum, ils s'y attendent pas. Alors que un public qui paye pour aller voir Blanche Gardin, ils s'attendent à rire. Et ils se sentent obligés de rire aussi. Alors que là, il n'y a pas ce contrat-là. Là, c'est juste, c'est cadeau. Donc, là, tu dis ça. Et maintenant, euh, comment dire, ta livraison de la chute, disons que la blague est coucher avec ma femme, comment est-ce que tu veux dire ça? Parce que tu peux dire baiser ma femme, niquer ma femme, faire l'amour avec ma femme, coucher avec ma femme, séduire ma femme, faire des massages, faire des siestes crapuleuses avec ma femme, euh, passer des moments coquins avec ma femme, je sais pas, créer du lien avec ma femme. Tu vois, tu as toute une panoplie d'expressions que tu peux utiliser pour dire ça. Et donc, celle qui te fera rire toi, et que des fois il faut les maîtriser aussi parce que des fois tu peux quand ça t'arrive, quand t'es fatigué ou quand t'es torché déjà, t'as une idée drôle dans la tête, t'es mort de rire, tu pleures de rire, t'es là et t'arrives jamais à le dire. Mais toi, ça t'est venu et t'es explosé de rire. Donc, il faut aussi que tu puisses déjà garder la chute, donc le mot qui révèle la réinterprétation, le mot qui fait rire, le laisser pour la fin de ce que tu dis. Euh, euh, il peut faire, par exemple, imagine, le jardinier, il peut s'occuper de la haie, il peut s'occuper je sais pas, du rosier, il peut s'occuper de ma femme. Et là, il peut s'occuper de ma femme, c'est classe, ça fait rire. S'occuper de ma femme, femme, c'est ton dernier mot, c'est là où il y aura le rire. Et là, boum, tu respires et tu laisses les gens profiter du rire. Et tu les laisses rire. Et tu restes dans la même émotion de ce que tu viens de dire. Parce que si, imagine que t'es là, oui, genre, super convaincu, et s'occuper de ma femme. Et les gens sont en train de rire et tu restes là comme ça, c'est super, vous voyez que c'est super, c'est génial. Et tu cherches l'approbation des gens. Et donc,
ils peuvent rire tranquillement. Tu n'es pas en train d'enchaîner sur un autre sujet et tu les laisses profiter de ce moment. Et après, tu peux, imagine que cette conférence, tu as cette blague-là, tu peux faire des rappels à la blague ou, là, par exemple, il y avait un robot tondeuse d'un jardinier. Tu peux dire que tu avais un maçon chez toi et il avait, je sais pas, un robot pour enduire les murs. Et du coup, ça laisse le temps pour faire des tâches de valeur ajoutée, et par exemple, boucher les trous de machin. et, et, et après, tu n'as même plus besoin de le dire après. Parce que les gens vont aller avant toi et vont se marrer. Et après, tu peux les surprendre en ne disant pas Bien ce qui sûr. s'attendent à ce que tu dises. Voilà. Je sais pas, si vous voulez faire un refresh de ce qui se passe, est-ce que quelqu'un veut parler? Il y a Stéphane, Ok. il y a Alors, Stéphane qui est Ouais. monté sur scène. c'est ça. Stéphane était justement des conférenciers qui a travaillé avec des auteurs que Dan lui avait présentés pour rajouter de l'humour dans sa conférence. Stéphane se présentait un peu comme un gars un peu sérieux, hein, sociologue, chercheur, etc. Et je disais, bon, ça serait pas mal de faire un truc un peu plus drôle quand même, parce que la conférence a beaucoup de contenu, mais bon, voilà. Donc Stéphane, si tu veux, merci déjà de nous rejoindre, et si tu veux participer un peu à cette discussion, donc l'idée étant euh, puisque tu nous as rejoint en cours, de voir comment les humoristes peuvent rehausser les textes des conférenciers pour augmenter l'impact et créer cette émotion qu'on recherche parfois quand on est sur scène. Merci. Salut Stéphane. Bonjour les amis. Je peux juste témoigner de cette petite expérience. Qu'est-ce qui a été marquant dans ce travail? Donc à la base, je suis un conférencier. Effectivement, comme l'a dit Eric, je trouvais que je manquais de ressort humoristique. Et je me suis dit à un moment donné, il faut que je travaille cette dimension-là. Donc, j'ai travaillé avec un punchliner que m'a fait rencontrer Dan. Et puis, on a monté un one-man show. Ce que j'ai appris par rapport à ça, c'est plusieurs choses. Bon, d'abord, c'est que l'humour, ça répond à des règles bien spécifiques, et donc c'est un vrai métier. Hein, c'est-à-dire qu'on peut sortir des petites blagounettes, mais comme tu disais, Scott, quand même sortir des trucs un peu lourds et un peu nazes. Donc c'est un vrai métier. Il y a des mécaniques, etc. Derrière ça, il y a quand même beaucoup de choses qui tournent autour de trouver son clown. Je sais pas si vous avez abordé cette thématique-là, mais cette quête de son propre clown me paraît être quelque chose d'assez important et compliqué. Hein, c'est-à-dire que, pour le dire autrement, une blague racontée par Scott, c'est pas une blague racontée par Philippe, et ça sera pas une blague que racontera Eric. Et elle peut être très drôle chez l'un et très nulle chez l'autre. En travaillant comme ça, moi, avec des acteurs, je me suis rendu compte qu'ils étaient capables de s'approprier certains de mes textes et les rendre très drôles. Et bizarrement, moi, je les raconte et ça tombe un peu à plat. Et pourtant, c'est le même texte, c'est la même intention, mais il faut trouver son clown, c'est-à-dire celui qui fait rire le public et qui colle avec son personnage. Alors, il se trouve que un qui est assez facile quand on est conférencier, c'est de se moquer de soi-même, parce que ça fait toujours rire. L'expert qui lui vit un truc où il s'est planté avec son gamin, où il s'est planté avec son mari ou sa femme, où il s'est planté avec sa boulangère. Ça, c'est un truc qui marche quasiment à chaque fois, donc il faut pas avoir peur de le faire et de montrer sa vulnérabilité. En tout cas, ça, moi, c'est un ressort que j'ai trouvé intéressant. Et après, si je devais donner une dernière piste sur ce que j'ai appris vraiment au travers de ce travail-là, c'est d'abord qu'il y a une différence entre être comique et faire de l'humour et faire de l'humeur. Euh, et je veux pas jouer sur les mots comme Scott, mais c'est quand même une grosse différence. Donc c'est qu'est-ce qu'on cherche aussi, c'est-à-dire que est-ce qu'on a besoin de l'humour parce qu'est-ce qu'on a vraiment besoin de faire rire. Moi, quand on vient dans une de mes conférences, c'est pas forcément pour se marrer, c'est pour apprendre. Donc oui, avoir des moments où je me marre un peu, où je détends l'atmosphère, c'est intéressant, mais mon message, il est quand même plutôt d'être pédagogique. Donc c'est au service d'une pédagogie. Donc peut-être que l'humeur est mieux que l'humour dans un certain nombre de cas. Et puis après, je suis arrivé au moment où tu parlais, Scott, de Blanche Gardin. La vraie réalité de tout ça, c'est que une blague, elle se travaille dans la durée. Je pense qu'il faut à peu près 1 an pour la mettre au point. Et comme quand tu bosses avec Dan, il te dit qu'il faut qu'il y ait une blague toutes les 15 secondes. Bon, bah, vous imaginez ce que ça fait pendant 1 heure. Mais ça prend vraiment pour moi, ça prend 1 année à le mettre au point parce que tu te rends compte que tu l'as dit d'une certaine manière à un certain moment de ton show, ça fait flop.
tu l'as dit à peu près de la même manière, mais un autre moment de ton show, ça peut marcher. Et puis tu l'as dit encore d'une autre manière et un autre moment de ton show, et là d'un seul coup, tu as les gens qui se bidonnent sur leur fauteuil. Et ça, il y a une espèce de truc, en tout cas moi que j'ai pas décodé. Je sais pas si ça se met en équation. En tout cas, avec les gens avec lesquels j'en ai parlé, j'ai plutôt l'impression que c'était quelque chose qui se teste, qui s'expérimente et qui s'explique pas toujours. Et donc c'est beaucoup de travail. Voilà ce que je voulais dire. Enfin, ce que je voulais dire, ce que je pouvais dire. Merci beaucoup, Stéphane. Il y a Anouchka qui C'était nous a rejoint bonjour également. Anouchka. Anouchka qui est Bonjour, humoriste salut à tous. et auteur. Juste pour répondre à Stéphane, parce que justement, moi, je l'avais suivi sur quelques, bon, je sais plus combien de représentations tu avais fait, Stéphane, au théâtre, mais c'est vrai qu'il y a eu une progression. Il y avait des blagues qui avaient été écrites. C'est vrai qu'à un moment donné, elles n'étaient pas forcément à propos, parce que, en effet, dites par toi, ça passait peut-être pas de la même manière que si ça avait été dit par quelqu'un d'autre. Enfin, après, comme tu l'avais constaté, Stéphane, parce que là, en ce qui te concerne, c'était vraiment une conférence sous forme de one man show. Et comme tu l'as bien compris, et on en avait beaucoup parlé, il faut enfin beaucoup de temps pour mettre ça en place. Bon, il y a eu la période Covid, etc., qui nous a un peu coupé dans notre élan, mais t'as vu que c'était quand même un travail sur du long terme, parce qu'il fallait quand même jouer plusieurs fois devant plusieurs publics, pour pouvoir mettre ça en place. Et c'est pour ça qu'il faut quand même du temps pour que un bon spectacle comique se mette en place. Enfin, je pense que tu en es aperçu toi-même, Stéphane, mais assez vite, hein, on en a parlé pas mal de fois. Ah ouais, complètement d'accord, complètement d'accord. Et ce que tu dis, oui, je l'ai pas dit, mais effectivement, c'est la rencontre avec le public est assez étonnant parce que la composition du public fait que un soir, les gens vont se marrer, le lendemain, tu racontes à peu près la même chose, tu te fais un flop. L'année dernière, quand on a fait, je crois que c'était la deuxième ou la troisième représentation, elle était consécutive à un jour de grève dans Paris. Donc les gens qui étaient venus étaient à bloc et ça a été assez dur. Je crois que c'était la deuxième. Oui, bien sûr. Voilà. Ça, c'est important justement. Mais c'est vrai que par contre, c'est vrai que tu t'es mis en danger. Tu avais cette volonté d'y arriver. T'avais cette volonté enfin, de travailler. T'en avais vraiment conscience. Et ça, c'est important. Je pense qu'on n'avait pas eu assez de temps. Il aurait fallu continuer cet exercice. Mais moi, ce que j'ai vu, parce que j'ai quand même vu plusieurs représentations, c'est que tu t'étais mis en danger, tu avais accepté la critique. En même temps, tu parles de feedback, ce qui est un peu normal. Mais j'avais vu une vraie évolution, et toi-même, je pense que tu l'as ressenti également. Donc voilà. Mais en tout cas, on était ravis de t'avoir chez nous, et c'était un travail très très intéressant. Voilà, j'espère que tu continueras l'exercice et que ça t'a pas dégoûté de faire du one man. Bien au contraire. Non, bien, Est-ce que je au peux contraire. intervenir? Oui, bien sûr, vas-y, Anouchka. Bonsoir à tous. Par rapport à ce que disait Stéphane, en fait, ça me venait en tête parce que tu disais, j'ai dit à peu près la même chose. Et en fait, je me demandais, est-ce que tu avais des lignes conductrices, ensuite tu t'improvisais un peu par rapport à ça, ou tu avais essayé quand même de garder plus ou moins les mêmes punchlines à chaque fois? Non, j'ai tout scripté. Contrairement à la conférence, pour le coup, enfin, un des trucs que j'ai appris de la scène, enfin que j'ai appris, en tout cas que les gens qui m'ont accompagné m'ont appris, c'est que sur la scène, c'est comme en musique. Exactement, j'allais dire, t'es un chef d'orchestre en fait. C'est ça Exactement. c'est toi qui accompagne le public. Et ça, j'allais dire, c'est pour ça que je me demandais est-ce que tu faisais genre setup punchline ou enfin toujours le même la même fin de ta blague ou pas en fait. J'ai toujours la même. Non, j'ai toujours la même. Parce Après, que souvent, enfin quand c'est vraiment, enfin parce que c'est musical, tu vois, et en fait c'est si t'amènes la blague de vraiment de la même façon, enfin souvent les gens rigolent parce que c'est dans l'écriture en fait. Si c'est vraiment ouais, enfin moi je sais que les blagues quand je sais le timing et et je laisse le temps pour, en fait j'accompagne l'audience, j'accompagne le public parce que c'est moi le chef d'orchestre. Je dis ok bon là les gars, je vous préviens, il y a une blague qui arrive et genre je le fais comprendre par rapport à mon débit, et en fait c'est souvent au même endroit qu'ils rigolent. Donc je pense que c'est vraiment dans l'écriture que ça se passe. Ouais, moi mon sentiment. Alors d'abord, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. Et il y a effectivement cette partie-là. Après, il y a quand même aussi cette autre compétence qu'on n'a pas quand on est conférencier, en tout cas pas naturellement, qui est une compétence de acting.
moi, je sais que j'ai travaillé avec Vincent, qui a été mon punchliner et qui est toujours d'ailleurs. Puis ensuite, j'ai travaillé avec un comédien de la Comédie Française parce que j'ai vu que il manquait aussi des choses sur de la scène, quoi. Et faire de la scène quand on est conférencier, c'est une chose. Faire de la scène quand on est dans un théâtre, c'est vraiment autre chose. En tout cas, moi, je l'ai ressenti comme ça. Ah oui, oui, c'est complètement différent. Moi qui ai les deux formations, j'ai fait Lambda, c'est une école de London Academy, c'est Shakespeare et tout. Et en effet, j'ai dû, après, quand j'ai commencé à faire du stand-up, j'ai dû faire un travail de déconstruction d'actrice, en fait, parce qu'il n'y a pas de quatrième mur, tu parles au public. Donc, C'est c'est ça. vrai que c'est ça qu'il faut désapprendre, en fait, si tu as une formation d'acteur, en tout cas. Ouais. Donc c'est un gros travail sur soi. C'est du boulot. En fait, voilà. Je crois que si je devais conclure moi dans une chose, c'est vraiment c'est être drôle, c'est un métier. Exactement, c'est ce qu'on explique d'ailleurs avec Scott tous les mercredis quand on fait nos rooms, parce que là on donne des tips par rapport à ça. Et c'est vrai, comme l'a dit Scott tout à l'heure, d'ailleurs, là quand on en parle, quand on parle de sujets divers et variés, c'est pas forcément très drôle, hein, parce que le travail d'écrire de l'humour n'est pas forcément très drôle. Et c'est Ah ça qui non, est c'est tout le intéressant. contraire. C'est tout le C'est tout le contraire. contraire. C'est tout le contraire. C'est pour ça qu'il y a beaucoup C'est d'humoristes. C'est ce qu'on n'arrête pas de répéter, Scott. C'est qu'il y a beaucoup d'humoristes qui, notamment, font du stand-up, qui n'ont pas forcément conscience de ça à leur début, qui veulent être drôles dès le départ, mais voilà, qui des fois sont complètement à côté de la plaque et passent à côté de quelque chose. C'est un vrai boulot. Ouais, C'est un vrai travail. comedy is no joke. Avec les Anglais. Yes, exactly, Voilà. exactly. Après, si tu veux, une blague et le rire est un processus mental. Et un processus mental ne, au moins dans l'humour, ne peut pas être mystérieux. Ça veut dire que, ce que disait Stéphane tout à l'heure, tu as dit à peu près de la même manière. Mais comment on analyse ça? On analyse ça en enregistrant avec un enregistreur audio au fond de la salle pour écouter les vrais rires des gens sans pression. Parce que quand tu vois la vidéo d'un humoriste sur YouTube, c'est souvent le chéri ou la chérie qui tient le téléphone et c'est la personne qui est la plus proche du téléphone qui rit le plus fort. Donc on enlève toute la famille, les potes, etc. Donc déjà on fait de l'humour pour des gens qu'on ne connaît pas et après on va écouter exactement ce qu'on a dit et comment on l'a dit parce que il y a beaucoup de choses qui peuvent faire qu'une blague réussisse ou pas. Donc il faut écarter déjà tous les problèmes techniques. Est-ce que les gens ont entendu ce que j'ai dit? Est-ce que ça a coupé le micro? Est-ce que j'ai parlé trop près du micro? Est-ce que j'ai parlé trop loin du micro? Après, oui, est-ce que le texte est bien? Donc, si ça marchote à peu près, bon, ça peut être amélioré. Si ça marche pas du tout, bon, c'est qu'il y a un problème. Euh, et donc, est-ce qu'on peut augmenter le contraste? Est-ce qu'on peut changer? Mais de toute manière, tous les changements et toute l'écriture est faite en conscience. C'est pas, on peut le faire au pif. Et il y a beaucoup de gens qui arrivent et parce qu'ils sont naturellement drôles et ils ont la tête formatée comme ça. Mais si tu le fais avec amour et dédication et tu te autorises à regarder ce que tu as fait, ce qui est très douloureux des fois. Tu fais des trucs et c'est tellement mauvais, tu te dis oh non, tu veux même pas regarder. Par contre, le point de vue que tu as quand tu donnes une conférence ou quand tu fais du stand-up ou quand tu fais un one-man show, c'est ton point de vue sur scène devant le public. Donc, si ça rigole à une blague et t'es super content, mais les gens sont en train de rire parce que tu as une crotte de nez qui pend et ils rigolent à cause de ça, et toi t'es content, c'est super et tout. Le lendemain, t'as plus de crotte de nez, les gens ne rigolent plus. Et tu vas jeter la faute sur le public. Ah oui, mais le public n'était pas chaud, etc. Machin, le public ci, le public ça. Et ce que dit Stéphane est très intéressant parce que le lendemain d'une grève, un truc important à Paris, comment tu peux faire exactement le même texte que la veille de la grève? C'est ça un peu le truc. Quand je dis fais le spectacle qui est devant toi et ne viens pas forcément imposer la répétition ou le spectacle qui est dans ta tête aux gens. Parce que si l'état d'esprit des gens n'est pas le même. Et vous regarderez, si ceux qui parlent anglais, un spectacle de George Carlin juste après le 11 septembre. Et le mec, il est toujours en colère. Mais là, spécialement, tu vois, va faire un spectacle d'humour, genre 2 mois ou 1 mois après le 11 septembre. Voilà. Et tu
ouais, tu dis aux gens que tu comprends ce qu'ils ressentent et tu ressens des choses aussi, donc tu apportes ça avec toi. Mais pour revenir à ce que disait Stéphane, quand tu dis à peu près comme ça, bah, il suffit de le réécouter et de réécouter le spectacle dans son entièreté pour voir, est-ce que tu as commencé à parler quand les gens rigolaient? Est-ce que tu marches sur leur rire? Et du coup, et vous, que faites des conférences, vous savez, quand vous entraînez le public, il faut, dans 2 minutes, on peut entraîner une salle entière à faire un truc qu'on veut. Et donc, si vous faites une chute et que les gens rigolent et que vous continuez à parler, et parce que vous n'êtes pas sûr de vous, parce que vous croyez que c'est pas aussi drôle et que vous voulez avancer parce qu'il faut dire tout le texte, etc., vous écrasez le rire des gens et vous pouvez être sûr qu'à la 4e blague, les gens ne rigolent plus parce qu'ils vont comprendre, OK, ce qu'il attend de nous, c'est que voilà, on rigole vite fait et on se tait. Et donc, toi, après, tu penses que tu es en train de faire un bide monstrueux, alors que les gens ne rigolent pas parce qu'ils veulent pas te déranger. Parce qu'il y a un contrat social qui se met en place quand quelqu'un est sur scène. C'est vraiment un truc très particulier. Et il y a une pression pour rire ou une pression pour ne pas rire. Et l'histoire de l'humour quand on fait une conférence, quand on arrive quelque part et qu'on est bien et qu'on a une posture, bon, là, le langage corporel, etc. On arrive, on est sûr de soi, on lâche une petite vanne et on est sûr, le public va pouvoir se débarrasser du fardeau de sa conscience et te mettre euh, leur cerveau dans les mains et dire bon, vas-y, fais ce que tu veux, 45 minutes, je suis à toi. Et ça, c'est très beau. Mais si vous voyez un stand-upper débutant qu'il arrive, il y a la voix qui chevrotte, il est mort de trouille. Vous allez être gêné tout de suite. Ah, le pauvre, il va être là. Vous voulez même pas le regarder parce que il doit avoir honte. Et du coup, vous avez honte pour lui ou pour elle. Et vous êtes dans un stress. Ou si quelqu'un est rasoir, vous êtes là, ah non. Ben, c'est très, très, très profond et intéressant. Mais bon, je pense je parle trop. Ouais, et je voulais rajouter par rapport à ce que tu disais, Scott, sur, bah voilà, s'il y a quelqu'un qui vient de faire un spectacle après le 11 septembre, c'est, en anglais, on dit read the room, tu vois, genre voir un peu l'ambiance, arrive à capter l'énergie des gens un peu, puis tu regardes un peu qui y a dans la salle. Et, enfin, par exemple, si t'as du texte, genre un material qui correspond pas, par exemple, enfin, je te dis juste, ça m'est arrivé d'avoir des Indiennes, des Pakistanaises dans la salle, et j'ai des textes assez crus au niveau sexuel, bah, je sais que elles, c'est des trucs où elles sont un peu elles sont un peu gênées, tu vois. Donc ça, je me dis ah bon bah cette partie-là, parce qu'elles sont dans la salle, je vais pas la faire, je vais changer. Donc il faut aussi être sur le qui-vive, voir ok là il y a des gens ça va pas passer, on va faire un autre texte. Faut avoir plus de textes pour pouvoir justement transférer après par rapport au public aussi. De temps en temps. Enfin, ça c'est après ça c'est dans les quand t'as des spectacles d'1 heure, tu vois. Enfin, souvent tu fais le même, mais moi ça m'est arrivé en Angleterre de voir des têtes quand j'ai fait justement la partie un peu crue machin. Je dis bon, bah, ça passe pas quand il y a des quand il y a des Middle East ou des South Asians. Donc voilà, pour avoir du matériel pour transvaser s'il faut dernière minute quoi par rapport au public. Voilà, c'est juste ça que je voulais rajouter. Alors, Ça, c'est merci. intéressant parce qu'on peut faire la même chose avec les conférenciers. Oui. C'est vrai que la plupart des conférenciers ont des conférences avec des briques. Et s'il y a un problème de timing ou s'il y a un problème de public, c'est la possibilité de changer une brique ou d'en enlever une ou d'en rajouter deux. Donc ça peut très bien fonctionner avec nous aussi. Est-ce que Aude et Cyril qui sont montés sur scène, vous voulez intervenir ou est-ce qu'on continue à écouter Dan et Scott? Moi, je suis d'accord avec ce qui est dit. Hein. Aude, elle veut Moi, pas qu'on la reconnaisse, c'est ça. Elle est dans protection il y a des une- victimes d'un truc. Caché. Aude, moi, je Aude, voulais. tu parles dans quoi, Aude? Parce qu'on ne t'entend pas trop, je pense. Ah, pardon. J'ai un kit. Tu vois. C'est le robot tondeuse. Il y a le robot Voilà, tondeuse qui parle. c'est exactement ce que j'allais dire. Non, mais tu sais, on dirait les invités, on dirait tu sais, les gens cachés dans les émissions de télé, tu sais, tu sais, on déforme leur voix et faut pas qu'on les reconnaisse. Mais Aude, on t'a reconnu. Je pense que c'est l'ex-petite amie de l'un de vous. Normalement, Mais bon, ça marche mieux, non? Ah, c'est Ouais. mieux, là. C'est C'est bon. mieux, on t'a reconnu, Aude. C'était très drôle.
Malgré toi, du coup. Oui, je sais pas du tout ce qui s'est passé du coup. Hein. Moi, si je peux commenter, je sais pas si Aude, du coup, veut dire Ouais, quelque chose, bienvenue, mais Cyril. sinon, moi, je voulais. Merci, bonjour à tous. Moi, je voulais juste rebondir sur ce que disait Scott. C'est pour ça que je suis monté, parce que déjà, je trouvais très très intéressant ce que tu disais, Scott, même si tu le dis de manière directe, et je pense que c'est très constructif pour ceux dont c'est le métier. Mais c'était vraiment inspirant. Moi, je fais pas de stand-up. Par contre, j'ai fait quelques conférences qui sont liées à mon métier. Je travaille dans l'immobilier, donc j'ai fait des conférences devant 200, 300 personnes pour expliquer mon métier, donc assez technique. Mais tout ce que tu dis, on peut faire évidemment un parallèle avec les conférences, mais aussi avec la vente. C'est très très ressemblant en fait. C'est qu'on peut très bien avoir son speech par cœur. Moi, dans mon métier, par exemple, on répète souvent les mêmes arguments aux clients, et c'est vrai que si on s'adapte pas, bah en fait, si on peut le faire 100 fois de la même manière, ça marchera pas à 100 fois, alors que si on s'adapte, ça peut marcher 90 fois, 85 fois. Et c'est plus facile quand on est en vente parce qu'on est face à une personne. Mais je pense que il faut essayer de ressentir aussi l'énergie de la salle. Et c'est vrai que les premiers moments, moi, je vais voir beaucoup de spectacles. Je suis très friand de stand-up. J'aime beaucoup ça. Et j'ai vu des jeunes. J'en ai vu certains débuter. J'ai même vu Florence Foresti débuter, tout début sur Lyon, parce que je suis de Lyon. Et c'est vrai que ce que je remarquais souvent, c'est des fois j'avais envie presque de leur dire, c'est qu'ils laissaient pas assez de temps au rire en fait. C'est que on sentait peut-être à cause du stress ou quoi que ils voulaient absolument enchaîner dans leur tête la logique qu'ils avaient dans leur histoire ou dans leur blague. Et c'est vrai que du coup, quand on te coupe dans le rire, c'est tellement frustrant que du coup la fois d'après tu n'oses plus parce que il faut oser rire. Et d'ailleurs on voit bien qu'au début faut chauffer la salle, etc. Ça met un peu de temps. T'es pas si on prend l'ambiance au début d'un spectacle et l'ambiance au bout de 3 quarts d'heure, c'est plus du tout la même. Au bout de 3 quarts d'heure, tu éclates de rire fort sans aucun scrupule, alors qu'au début, bah, t'as ton voisin devant, derrière, etc., que tu connais pas, donc tu vas pas. Et c'est vrai que si on commence à te frustrer d'avoir osé éclater de rire, d'avoir osé t'affirmer, ben en fait, ça met vraiment en péril tout le spectacle. Mais c'est très très difficile, je pense, quand tu as une grande salle, parce que Anouchka disait que des fois, elle savait qu'il y avait une population telle ou telle qu'elle pouvait s'adapter, mais la plupart du temps, vous arrivez sur une salle qui est noire, le rideau s'ouvre, et en fait, il faut ressentir l'énergie, il faut regarder les gens. Je pense que c'est la clé, elle est là en fait. Et ceux qui ont énormément d'expérience, c'est comme dans tout, quand on maîtrise quelque chose, on peut le faire de toutes les manières en fait. Et quand on maîtrise pas, comme dans la vente, quand un jeune vendeur arrive et qu'il a son speech que son patron lui a expliqué, bah en fait, il va toujours le faire de la même façon parce qu'en fait, c'est le début et il n'est pas à l'aise avec ça. Quand il aura trouvé son propre speech, sa propre énergie, derrière, il peut le faire de toutes les manières. Il peut laisser 20 secondes, 30 secondes de blanc si besoin, rebondir, improviser. Et je pense que la clé, elle est ici. Mais en tout cas, voilà, je veux surtout dire que ce que tu avais dit, Scott, je trouvais ça très, très intéressant et c'était très bien. Merci Cyril pour Merci, mais ton apport. c'est très intéressant ce qu'il dit Cyril, justement. Alors, parce que l'important dans tout ça, c'est la relation avec le public. Ça veut dire que faire croire, comme dans la vente, comme dans le stand-up, et là, le dernier spectacle de Seinfeld, il fait ça. Il dit, vous me connaissez, je suis Seinfeld quand même. Vous savez que j'avais une émission dans les années 90 qui était, qui a cartonné. Donc, vous savez que il a gagné tellement d'argent que je pourrais être n'importe où dans le monde en ce moment-là. Mais j'ai choisi d'être ici ce soir avec vous. Et le mec, il est multimillionnaire. Donc, lui, on sait qu'il n'est pas là pour gagner 30 balles. Donc, il n'a pas besoin de ça. Mais il choisit d'être là avec ces gens-là parce qu'il y a des choses qu'il veut partager avec ces gens. Il a une communication joyeuse. Il dit, voilà, avec mon ex-femme, c'est trop la merde. Mais heureusement que vous êtes là parce que j'ai besoin d'en parler. Et je veux vous en parler. Oui, et ça peut être tout et n'importe quoi. Mais on va passer un moment avec ces gens-là. Et ça, c'est important. Et autre chose que j'aimerais juste faire un petit souligner, c'est un des filtres, c'est la référence. Et là, vous avez vu quelque chose qui s'est passé, bon, ceux qui étaient là depuis le début, qui s'est passé au début de cette room, c'était l'histoire du robot tondeuse et du jardinier qui couche avec la femme de Philippe. Et là, on entend plus tard,
quelqu'un paraît avec une voix qui semble robotique et au moins 2 personnes, moi et Philippe, nous avons eu la même idée de parler de ça. Et donc, on n'est pas les seuls sûrement. Et quand il y a des trucs qui se passent comme ça dans une conférence, dans un spectacle, et que on peut prendre ce qui a été, ce qui s'est passé déjà et faire référence à ça, là, boum, là c'est jouissif même parce Et c'est ce que que les gens, euh, c'est ce que les gens retiennent. Les gens oui, retiennent c'est ça en ça, fait du c'est comme spectacle, ils vont retenir ça en fait. c'est ça. Il y a l'exemple d'un gars qui est en train de faire son stand-up super nerveux, il est là, bla 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 bla. Il fait un beat total. Il y a une serveuse ou un serveur qui fait tomber un plateau plein de boissons, qui éclate le truc par terre, blam. Lui, il est là, il attend que le bruit s'arrête et il continue. Et blablabla, blablabla. Il continue avec son bide. Alors que quelqu'un lui offre une occasion en or pour faire un truc drôle, genre, ça, vous pouvez le poser n'importe où. Ne vous inquiétez pas. Par terre, c'est très bien. Ou de dire un truc drôle et qu'il y a quelque chose qui vient de se passer. Et quand tu es sur scène, tu es un être humain et tu vois ce qui se passe autour de toi. Donc, tu peux pas faire semblant de ne pas le voir. Sinon, les gens vont se dire, mais c'est quoi ça? C'est quoi ce truc? Cette personne, voilà, c'est un peu une déconnexion. Et si tu es un être humain, tu es attentif à ce qui se passe et aux gens qui sont devant toi. C'est comme si quelqu'un a un super grand chapeau ou un truc comme ça, ou qui est bourré, qui tousse tout le temps, et toi, tu es là, et tu fais genre que rien ne se passe, un peu à l'anglaise, quoi. Le chat qui pète, et toi, personne ne rigole, et ça, non, rien ne s'est passé. Et donc, et la référence, donc c'est un filtre, mais peut-être qu'on fera d'autres rooms par rapport à ça, euh, où on va rajouter, pour faire une punchline, on va dire quelque chose, faire référence à un concept, une personne, une situation, euh, et donc l'information est déjà dans la tête des gens. Et si l'information est déjà dans la tête des gens, on n'a pas besoin de planter un décor, de dire, de faire une description d'une scène ou de quelque chose, puisque on a la référence. Un truc tout con, c'est la première qui m'est venue, c'est une photo après le truc de Charlie Hebdo, une photo de Gérard Depardieu avec une petite pancarte disant « Je suis Chablis ». Oh, et là tu dis waouh. Bon, c'est méchant, mais ça te fait rire parce que tu sais que voilà, c'est deux références qui se mélangent et ça te fait rire, même si tu sais que c'est méchant et que tu devrais pas rire à ça. Et et voilà quoi. J'ai la sensation que j'ai beaucoup parlé, que j'ai rien dit. Euh, Moi, je dirais bien un petit mot sur en tant qu'observateur extérieur, parce que moi, je suis pas conférencier, mais je suis modérateur. Alors, excuse-moi Christian, je précise, c'est Christian Poncet qui parle à travers de Zoom, à travers mon image, sur Clubhouse. Tu vois l'imposture. Là, déjà, on a un événement un peu. Bon, enfin bref, on a déjà joué avec ça il y a quelque temps. Non, en tant qu'observateur, parce que moi, j'anime régulièrement des événements pour les entreprises. Et en fait, mon boulot consiste à faire en sorte aussi que ce soit le moins ennuyeux possible. Je vois également défiler des conférenciers parce que les entreprises font appel à des conférenciers de tout type, de tous ordres. Et en fait, je vois très bien, j'observe à ce moment-là la réaction du public. Et quand un conférencier amène une note d'humour, c'est ce que l'un d'entre vous disait tout à l'heure, c'est-à-dire que on s'y attend tellement peu parce que l'atmosphère est en général assez sérieuse, que c'est un vrai cadeau qui tombe du ciel. Et à ce point-là, c'est que ceux qui le comprennent introduisent de l'humour dans leurs événements d'entreprise, soit par du théâtre, soit en faisant jouer les gens eux-mêmes qui ont beaucoup d'humour, beaucoup plus qu'on l'imagine. Et je trouve que l'humour, de manière générale, il a une force surpuissante parce qu'il fait passer des messages qu'on aurait du mal à faire passer sérieusement, pour pas froisser les gens, pour pas se prendre pour ce que l'on n'est pas, etc. Et qu'en plus, c'est un vrai cadeau. Parce que quelqu'un qui a la force de faire un trait d'humour dans un événement quel qu'il soit, bah, il fait un cadeau aux autres. Et ça, c'est fantastique. Et déjà, les gens l'aiment pour ça. Par contre, j'ai une question à vous poser. Moi, je me demande, ayant vécu des choses, et ça concerne
deux personnes parmi vous particulièrement, toi Philippe et toi Scott, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de culturel dans l'humour? Parce que pour avoir vu des intervenants, surtout les anglo-saxons, j'ai vu des Allemands, j'ai vu des Hollandais, mais surtout les anglo-saxons, que ce soit les Américains ou les Anglais, ils peuvent pas intervenir sans un trait d'humour. Ça fait partie, ils sont formatés comme ça. Et en général, leur humour, c'est de l'autodérision. Et là, ils mettent tout le monde dans la poche. En France, c'est beaucoup plus difficile de faire ça. Il y en a un qui le fait très bien, c'est Luc Ferry, parce que lui parle aussi d'innovation, d'intelligence artificielle, de choses comme ça, et il a beaucoup d'humour, et il est très captivant à ce niveau-là. Alors, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui est culturel dans l'humour, et est-ce qu'en France, on n'a pas du mal avec ça? Bien. C'est une fort bonne question, mais moi je ne saurais pas. Vas-y Philippe. Alors, ce qui est sûr, c'est que les Américains ont développé, en tout cas dans les conférences, ils ont développé l'humour à un niveau qu'on a du mal à atteindre en France. Parce qu'ils font des véritables shows, en fait. Et ça, depuis, ils ont 20 à 30 ans d'avance sur nous, hein, dans ce domaine-là. Et effectivement, le côté autodérision, moi, c'est ce qui me rattrape dans certains cas. Quand je fais un bid, et ça m'arrive de faire un bid sur quelque chose qui, je pensais, ferait rire, eh bien, et que je vois que ça réagit pas, je dis ok, très bien, c'était ma meilleure vanne pour la soirée. Et donc, du coup, les gens se disent ok, c'est bon, il a reconnu qu'il avait fait un bid et ce qu'il a dit était marrant. Et donc, du coup, là, il se marre sur la deuxième couche que j'ai mis, tu vois. Et pour faire appel à la référence dont parlait Scott tout à l'heure, si je refais plus tard une blague qui refait un bid, je dis, ah ben voilà, ça c'était la deuxième meilleure blague de la soirée. Et donc, ça fait appel à la référence. Et ça marche à tous les coups. L'autodérision, ça marche à tous les coups. En fait, quand on est dans l'autodérision, on se moque de soi et ça n'attaque personne. Dès l'instant où on est dans un humour qui va attaquer une personne ou une catégorie de personnes, ça peut être dangereux. Et dans une de mes conférences, justement, j'ai un truc assez spécifique sur le sujet. Donc là, effectivement, ça part sur le contraste. Je fais participer quelqu'un sur scène où je vais faire un exercice assez compliqué. Je le récompense et après, je le massacre. Donc, c'est la manière dont je le fais. Maintenant, ça a été réglé de manière correcte. Ça marche à tous les coups. Et je pense que c'est là où je tiens le plus de rire aujourd'hui, en fait. Parce qu'il y a un tel contraste entre le moment où je l'encense et le moment où je le massacre, que ça fonctionne bien. Mais ça peut être chaud. Une fois, ça m'est arrivé où la personne qui a voulu monter sur scène, c'était le patron de l'entreprise, alors que c'était pas du tout prévu. Je savais ce qui allait arriver, je savais que je devais le massacrer, et là, je me suis pris un fou rire sur scène en disant, écoutez, c'était pas prévu, vous allez comprendre pourquoi je ris en ce moment, vous allez comprendre ce qui va se passer, et effectivement, quand j'ai lâché le truc et que je l'ai massacré, tout le monde a rigolé, y compris le patron d'ailleurs, puisque c'était mais je savais pas du tout ce qui allait se passer. C'est ça qui était fun. Mais oui, pour revenir à ce que tu dis, Christian, l'autodérision, c'est probablement un ressort universel. Par contre, on a beaucoup moins tendance à mettre de l'humour en France sur les conférences qu'aux États-Unis. Ça, pour moi, c'est une évidence absolue. Chaque fois que je vais aux États-Unis pour pouvoir les mettre dans ce domaine-là, les mettre de la conférence, à chaque fois, je me prends une baffe, systématiquement. Ouais. Il est temps que ça change, et voilà pourquoi nous faisons cette room ce soir. Exactement. Voilà. Pour pouvoir mettre en lien des humoristes auteurs avec des conférenciers, et justement, il faut qu'on arrive à faire changer les mentalités par rapport à ça, et surtout le mode de travail. C'est bien qu'on se voit, et Clubhouse permet ça, c'est tant mieux. Parce que toi, déjà, on a trouvé des idées tous ensemble. Je pense que toi, Scott peut vous apporter énormément de choses, ou les autres humoristes qui sont là. Enfin voilà. Je pense que c'est en effet très intéressant. En effet, c'est un problème culturel, mais encore une fois, comme on dit souvent dans les rooms, c'est que le métier d'auteur n'est pas forcément reconnu en France, contrairement à d'autres pays. Ça aussi, ça va sûrement changer. Oui. Et oui, parce que tu as des trucs, des mecs qui écrivent des discours, tout ça, ceux qui se sentent de le faire le font, mais le reste, tu demandes à quelqu'un de te l'écrire. Et parce que tu as la compétence technique, si tu parles de physique nucléaire ou un truc comme ça, quelque chose de très, très pointu, bah, évidemment, c'est ton métier, ta passion, elle est là. Après, on va travailler sur la forme, sur l'accessibilité de ton discours et de ce que tu veux obtenir avec ta conférence. Si tu veux
illustrer quelque chose, tu veux passer des informations, évidemment que la forme que tu utilises pour passer cette information va être importante. Et, et ce qu'on dit, bon, quand tu te moques de toi-même, toi, tu peux y aller parce que tout ce qu'il ne faut pas faire, c'est de passer la frontière de la douleur. Et si tu te moques de toi-même légèrement, ou avec un truc que tout le monde regarde, si tu fais 2 mètres de haut, ou si tu fais 1,50 m, si tu rigoles, vient un gars qui dit, je suis tellement grand que la tour de contrôle me parle. Voilà, il me dit, voilà, où est-ce que vous êtes, parce que à cause des avions, bon, et des trucs qui sont drôles, mais si tu te moques de toi de façon un peu lourde, un peu, ouais, c'est gênant, donc, parce qu'on voit que genre, tu en veux à tout le monde de ça. Et, et, euh, et aussi faire attention de ne pas taper sur les vulnérables et d'aller taper sur les patrons, quoi. Si vous êtes dans une entreprise et vous appelez 2, 3 jours avant et vous parlez à quelques personnes, bon, qu'est-ce qui se passe dans votre boîte? Et qu'est-ce qui vous emmerde dans votre entreprise? Et on peut dire, ouais, le parking, c'est chiant, il faut faire 800 mètres à pied et tout, des fois il pleut, machin. Et là, quand tu arrives, et bonsoir, excusez-moi, j'étais un petit peu en retard parce que j'ai dû prendre, je sais pas, un taxi entre le parking et ici. Où tu viens à une critique par rapport à quelque chose qui peut embêter tout le monde dans cette entreprise. Et là, les gens vont éclater de rire parce qu'il y a la référence, c'est-à-dire que tout le monde a déjà la référence. Tu peux tu peux accumuler les filtres drôles, tu peux te moquer de toi en faisant ça. Tu peux mettre une petite tatane au patron, parce qu'ils aiment ça aussi, parce qu'ils savent de toute manière quand t'es patron, quand t'es président, quand t'es un truc, tu sais que ça part dans ton dos et ça y va. Et ça donne une opportunité en tant que chef ou que personne d'autorité, etc., de montrer que tu peux rire de toi-même. Et quand vous voyez, par exemple, le dîner des correspondants de la Maison Blanche, Ah oui, c'est ça. Justement, il y a c'est Barack excellent. Obama. C'est ça. Il y a Barack Obama qui fait une blague et justement il utilise un rythme de 3. Et le rythme de 3, c'est juste une toute petite technique, hein. Il y en a plein d'autres. Où il dit, voilà, moi, vous évaluez l'âge de Michel en la voyant avec moi en photo. Donc ça, c'est une photo de nous à l'arrivée à la Maison Blanche. Donc on voit Michelle Obama, nickel. On voit Barack Obama plus jeune. Ça, quelques années après. Donc Michelle Obama, elle n'a pas bougé. Barack Obama commence à être grisonnant, etc. Et ça, c'est l'année dernière. Et quand il dit l'année dernière, il y a Michelle Obama, nickel. Et à côté, il y a un squelette avec un tuxedo, un smoking. Et là, bien sûr, tout le monde éclate de rire parce que voilà, parce que Michel n'a pas bougé. Et là, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'il a fait comme filtre? Il a fait l'hyperbole, donc il a exagéré son vieillissement de tel au-delà des règles de la raison, c'est-à-dire que voilà, un squelette qui vient en costard, etc. à une soirée, le personnage, donc Michel qui reste, qui bouge pas, et plein de couches comme ça, parce qu'il aurait pu, pour dire qu'il avait beaucoup vieilli, il aurait pu faire une image où il est vraiment vieux, où il a les cheveux tout blancs, où il a machin, mais aller passer la mort et la décomposition et être en squelette, là, ça impacte. Et c'est ce que on disait au début avec Philippe, c'est la gradation des choses. On fait une liste, on marque des choses et on essaye. Est-ce que c'est plus drôle comme ça? Est-ce que c'est plus drôle comme ça? Et normalement, ils ont des écrivains pour ça et ça fait mouche quand c'est bien écrit. Et voilà, Darling, c'est merveilleux ce truc. C'est top. Alors, on a Naïma qui est montée sur scène et Frédéric. Donc, on va leur donner la parole et on va bientôt clôturer parce que il est déjà 20h04 et j'ai quasiment plus de batterie non plus sur mon iPhone qui fait la passerelle. Donc, Naïma, c'est à toi. Salut tout le monde, Bonsoir Naïma. comment allez-vous? Ah bah, écoute, Vous Naïma, est-ce que m'entendez? Écoute, ça va très bien. En fait, j'ai trouvé le titre de la room est très, très, très intéressant. C'est pourquoi
je suis là pour vous écouter et s'il y a des choses pour que je puisse intervenir, je n'hésiterai pas. C'est gentil, Naïma. Merci beaucoup. Frédéric, est-ce que tu as quelque chose à contribuer? Frédéric, nous avons perdu Frédéric. Il vient de se faire bouffer par les lames du robot tondeuse. C'est ça. Mais Naïma est dispo pour aller le sortir. Bon, bah, merci beaucoup à tous. Je suis dispo si vous voulez, quelqu'un veut me contacter, poser des questions, etc. Je suis passionné, donc je parle de ça volontiers. Donc, n'hésitez pas à me joindre. Et, euh, et si vous avez un petit plan pour que je fasse des conférences, ce serait avec plaisir aussi, parce que j'aime m'entendre parler. Je peux te présenter Voilà, quelques merci de personnes moi. Oui, Toi, personne. Génial. Toi, tu connais un mec qui sont ici. qui a un cousin qui connaît un mec. C'est Bah, super. écoute, Non, non, mais on en reparlera avec plaisir, Scott. J'aimerais que vous rappeliez l'horaire de votre room sur l'humour avec Dan. ben, on l'a fait, avec Scott, on l'a fait tous les mercredis pour l'instant, à 15h en général. Ça nous arrive de changer Ouais. d'horaire. Là. Voilà, après, avec Scott, on a plusieurs idées. On va voir comment on peut travailler ensemble de différentes manières, parce que Scott est très, très intéressant. Et donc, je vous invite tous à le suivre. Et peut-être qu'il serait en effet intéressant, en plus des rooms que nous faisons plutôt pour les humoristes, de mettre en place des rooms un peu plus techniques avec des conférenciers, si ça vous intéresse. Enfin, je pense qu'il y a plein de choses à faire, en effet. Parce que là, Scott, c'est vrai qu'il est très bavard, mais il a dit, je sais pas, il a 2% de tout ce qu'il aurait pu expliquer là, ce soir. Le temps est limité, mais c'est vraiment, il y a tellement de techniques, c'est vraiment tellement intéressant. Bon, là, on a fait un petit tour d'horizon, mais pour expliquer aux conférenciers que il y a énormément de techniques pour pouvoir mettre de l'humour dans vos conférences. Voilà, là, c'est vraiment des petits exemples. On reste un peu sur notre fin parce que voilà, donc ça vaut le coup en effet de peut-être de faire d'autres rooms sur cette Non, mais alors, thématique ou d'accord. Et du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il faut qu'on thématise les rooms du genre, allez, on fait une room pour les icebreakers, donc les ouvertures de conférences. Ou alors, la dernière fois, je vous ai entendu dans votre room de dire, tes stand-uppers, tu dois garder la meilleure vanne pour la fin. Ok, qu'est-ce qu'on doit faire quand on est conférencier, qu'on doit conclure? Quelle est l'émotion qu'on doit livrer? Est-ce que on peut faire des vannes de fin quand on fait une conférence sur le feedback, par exemple? Et puis les autres filtres, là, moi j'ai envie de connaître tous les filtres maintenant que je sais qu'il y en a 11. Bah oui. Où est-ce que je vais chercher les 8 autres? Ben voilà. C'est quoi ce bordel? Non, mais c'est compliqué. C'est frustrant parce c'est qu'il est déjà 20h07 et que cette room a commencé à 18h30 et qu'il faudrait encore plus de temps. Ah oui. Et encore, mais- on n'a même pas parlé structure. Finalement, j'ai la sensation qu'on n'a rien dit parce que il y a la structure comique et la structure dramatique. Et la structure dramatique, c'est celle qui va s'appliquer plus pour les conférences. Et il faudrait aborder tout ça plus longuement de la structure dramatique, justement, pour captiver, pour garder l'attention des gens. Et mais bon, on va réfléchir à comment faire tout ça. Bon, en tout cas, on a appris que Philippe avait une tondeuse robot et on embrasse sa femme par la Alors, même Ce que tu sais pas, occasion. Alors, ce que tu sais pas, Dan, c'est qu'il s'est marié la semaine dernière, en plus. alors, C'est en ça fait, qui est non, drôle. non, c'est pas ça qui est drôle, Eric. Ce qui est drôle, c'est que j'avais un robot tondeuse et j'avais une première femme. Alors justement, moi je vous propose pour conclure cette room, justement Scott te disait qu'il s'est pas dit beaucoup de choses, mais moi je trouve qu'il s'est dit énormément de choses. Ça nous empêchera pas de refaire des rooms. Alors je voulais vous proposer ma conclusion, notamment pour ceux qui sont arrivés après. Ce qui s'est passé dans cette room de pain sans rire à second degré nous ont fait rire. De la blague selon Scott, tu l'écris, tu l'adaptes, tu la testes, tu la modifies, tu la jettes et tu recommences. Au filtre comique, mais aussi sonorité, mots et tests classiques pour du vrai comique. Du robot tondeuse de Philippe à grande valeur ajoutée nous a fait rire, et notamment de son jardinier qui s'occupe de ça et de sa femme. Nous avons compris que l'humour est un contraste. Avons beaucoup aimé les conseils de Scott, mais aussi de Stéphane sur l'humour et l'humeur, tout en trouvant son clown, et ça c'est intéressant. De Dan sur une blague toutes les 15 secondes, quelle endurance Dan, avec la déconstruction d'Anouchka, nous avons compris, bref, être drôle, c'est un métier drôle. Sans oublier que le rire, c'est cadeau, avec la relation avec son public. Alors, fais le spectacle qui est devant toi, nous dit Scott.
Merci infiniment, Dan et Scott. Merci pour ce beau cadeau. Waouh, ça c'était fort. Bravo, Claude. Ah, mais tu maîtrises les jeux de mots, Claude. Je suis ébahi. Voilà, c'était mon cadeau pour conclure. Bon, ça, c'était Bravo. c'était du pain sans rire ou c'était du second degré, Dan? C'était même pas c'était du premier degré, c'était bien écrit. Et comme quoi Claude a bien tout écouté et bien tout analysé. Voilà. Non, mais c'est intéressant là. Enfin, j'ai tout ce que j'ai entendu me conforte dans l'idée qu'il faut en effet mettre en place de nouvelles rooms entre conférenciers et humoristes pour pouvoir avancer un peu plus technique. Ça serait très très intéressant. Donc voilà, on en reparle et puis voilà, on est encore là. Hein. Et Scott est à votre disposition pour travailler avec vous. N'hésitez pas à le suivre, à le clocher, et on fera d'autres rooms sur cette thématique, sans problème. On est à votre dispo en tout cas. Super. Bon, Avec plaisir, écoutez, merci beaucoup. Merci de l'invitation. beaucoup. Et demain, c'est un thème différent. Ce sera Virginie Perrault qui va interviewer Hervé Franceschi. Et le thème de la room, ce sera trouver sa place pour arrêter d'emmerder le monde. Donc voilà, un beau sujet, demain 18h30. Et sur ce, je vous souhaite à tous une excellente soirée. Et nous pouvons vous inviter aussi avec grand plaisir à Elevate 2021, le rendez-vous des conférenciers les 4 et 5 juin. Merci à tous. Ciao, ciao. Allez. Merci, Ciao. salut. Ciao, ciao. Bye bye, bonne Ciao. soirée. Bye bye.